Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mal, royaume. Tel était le titre de la leçon précédente. Nous y avons interrogé la puissance d'agir des reines, moins pour y chercher le destin exemplaire de femmes d'exception que pour y déceler le jeu des normes dans la gouvernementalité genrée. Parce que s'il y a bien un sexe du pouvoir, celui-ci s'impose non seulement au comportement de celles et ceux qui l'exercent, mais aussi, c'était du moins l'hypothèse, à la forme institutionnelle de leur domination. J'avais donc suggéré que, davantage que l'empire ou la principauté, le royaume ne pouvait se concevoir qu'au masculin, et particulièrement en France, moins par exception que par accentuation d'un trait général d'anthropologie politique, car il n'y a que pour la monarchie française que l'exclusion des femmes devient constitutive de l'idée même de perpétuation dynastique. Voilà pourquoi nous terminions la semaine dernière sur le dossier bien connu de l'invention de la loi salique, code de loi des Francs saliens, opportunément redécouvert à l'occasion de la crise dynastique de 1316-1328 et dont on détourna le sens. À la faveur de quelques subterfuges humanistes, on finit donc de lire Regnum, là où le texte du VIe siècle disait terra, quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin. Sed ad virilem sexum. On prend un mot pour un autre et le tour est joué. Désormais, en France, le royaume aura un sexe et ce sexe sera viril. Mieux, au moment même où il le devient, on prétend qu'il l'a toujours été. Si l'on voulait fonder en raison une grammaire des formes politiques, il faudrait mener une enquête sur leur genre. Terra se dit au féminin et regnum au masculin, c'est entendu. Mais si, comme l'a montré Colette Beaune, la France prend à la fin du Moyen-Âge la figure allégorique d'une femme en son jardin, la douce France, si désirable, mais parfois éplorée d'avoir été tant outragée, est-on certain que la nation France n'en trouble pas le genre, dès lors que le national impose ses accents virils. Et que dire, dans ce cas, de la patria, la patrie, cette terre des ancêtres qui nous intime l'ordre des pères et que l'on appelle pourtant la mère patrie. Ce sont, cette fois-ci, les travaux également célèbres d'Ernst Kantorowicz sur l'adage « mourir pour la patrie », pro patria mori, qu'il faudrait ici convoquer pour montrer comment l'esprit de sacrifice vint au XIVe siècle, puisant dans l'indistinction de genre du théologico-politique l'énergie de son retournement au profit de l'État-nation, pour qui et pourquoi, désormais, se nouent la guerre et la mort. Voilà assurément une enquête théorique qu'on pourrait mener avec profit, mais je serais aujourd'hui bien plus prosaïque et, serais-je tenté de dire, vous allez le voir, anecdotique. Car je voudrais, au risque de chuter encore dans votre estime, m'interroger sur les rapports entre la petite et la grande histoire, en menant, tel est le titre de la séance d'aujourd'hui, le politique dans le boudoir. Et pour ce faire, je vous propose de repartir du moment historique qui avait enclenché l'intrigue théorique de la loi salique, et même un peu avant. Le 5 juin 1316, je vous le rappelle, Louis X, dit le Hutin, meurt sans héritier mâle. Sa nouvelle épouse, Clémence de Hongrie, est enceinte. Elle accouche le 14 novembre d'un fils qui est immédiatement proclamé roi de France sous le nom de Jean Ier le Posthume. Mais il ne vit que 5 jours pendant lesquels il fut roi. C'est à ce moment-là que pour écarter de l'ordre de succession Jeanne de Navarre, c'est-à-dire la fille que Louis X eut avec sa première femme, Marguerite de Bourgogne, en 1312, pour écarter Jeanne, donc on dut admettre pour la première fois que les filles ne pouvaient succéder au roi. L'oncle de Jeanne devint donc roi sous le nom de Philippe V le Long. Mais
cet épisode de 1316 n'est compréhensible que parce qu'il y eut, 2 ans auparavant, un scandale. Un scandale dans lequel Jeanne de Navarre fut compromise, le scandale des 3 brus du roi Philippe le Bel, Marguerite, Blanche et Jeanne. En 1314, l'année de sa mort, le roi Philippe IV le Bel avait donc 3 fils et une fille. Ces 3 fils régneront, mais pas sa fille. Son premier fils était Louis, né en 1289, qui régnera sous le nom de Louis X de 1314 à 1316. Son deuxième était Philippe, vous l'avez suivi, né en 1293, qui succède à son frère sous le nom de Philippe V le Long, de 1316 à 1322. Et son troisième est Charles, né en 1294, qui régnera de 1322 à 1328. Et c'est à sa mort, en 1328, que la couronne de France aurait pu passer au fils du dernier enfant survivant de Philippe le Bel, sa fille Isabelle de France, si l'on n'avait pas alors opposé le second principe fondateur de la loi salique, non seulement les femmes ne peuvent pas hériter, mais elles ne peuvent pas transmettre l'héritage. Car Isabelle de France, née en 1295, a épousé en 1308 le roi d'Angleterre Édouard II, mort en 1327, et il s'agissait alors d'éviter que son fils, Édouard III, roi d'Angleterre, hérite de la couronne de France. Or, pour Philippe le Bel, le pendant de ce mariage outre-Manche pour sa fille Isabelle aura été, dans les années 1300-1305, la négociation de l'alliance de ses 3 fils avec 3 princesses de haut rang devant assurer une paix durable avec le duché de Bourgogne. Après bien des tractations, l'aîné, Louis, épouse Marguerite, fille du duc Robert de Bourgogne, tandis que Philippe et Charles se marient avec les 2 héritières de Mao d'Artois, soit respectivement Blanche et Jeanne. Ce sont évidemment des mariages arrangés, dans lesquels les sentiments n'entre-guère, sinon subrepticement, par effraction, et nous avons conservé quelques lettres d'amour de Philippe à son épouse Jeanne. Quant aux 2 autres princesses, la rumeur parisienne les affuble d'une réputation de gaieté frivole, faisant souffler un vent de liberté sur la cour de France, alors caractérisée par un climat plutôt austère. Bref, comme l'écrit Jean Favier dans sa biographie de Philippe le Bel, y retrouvant d'ailleurs des accents de la plus banale des littératures sentimentales, 3 princesses s'ennuyaient, que 2 chevaliers jolis et gais vinrent distraire. Je vous avais prévenu, nous allons sombrer dans ce que le titre de mon cours pouvait faire craindre, l'histoire complaisante du secret d'alcôve. Alors, s'il en est encore parmi vous qui n'ont pas lu ou vu Les Rois maudits de Maurice Druon, cette gloire nationale que Game of Thrones a remis à l'honneur, et d'ailleurs pourquoi ne l'avez-vous pas vu, je vous rappelle à grands traits ce que l'on appellera désormais l'affaire de la tour de Nesle. Tout commence à l'été 1313 par un voyage diplomatique. Le roi et la reine d'Angleterre viennent à Paris et les princes, Louis et Charles, leur offrent un spectacle de marionnettes. Isabelle, en retour, offre à ses frères et ses belles-sœurs de belles aumônières, des bourses. Or, quelques mois plus tard, lors d'un dîner à Londres, stupeur, Isabelle reconnaît ses bourses à la ceinture de 2 chevaliers normands, les frères Gauthier et Philippe d'Aunay. Elle en déduit qu'ils entretiennent un commerce illicite avec Blanche et Marguerite, et elle retourne à Paris en avril 1314 pour en avertir son père Philippe le Bel. Celui-ci les met sous surveillance et l'enquête royale confirme les soupçons d'Isabelle, les brus du roi, Blanche et Marguerite, assurément, peut-être même Jeanne, qui est à tout le moins complaisante, s'adonne à l'adultère avec les chevaliers normands depuis des années dans la tour de Nesle, c'est-à-dire dans l'une des 4 grandes tours de l'enceinte de Philippe Auguste qui fait face au Louvre sur la rive gauche de la Seine. Les frères Gauthier et Philippe d'Aunay sont arrêtés, ils sont torturés, ils avouent leurs crimes sous la torture, ils sont déclarés coupables de lèse-majesté et le 19 avril 1314, je cite les grandes chroniques de France, Escorchier et Lévy
coupés, et après ce, incontinent, un gibet de Pontoise pour renouvellement fait, furent traînés, et en ce gibet, pendus et encroyés, c'est-à-dire crucifiés, puis ensuite on jette leur vie aux chiens, et puis ensuite on les remplit de plomb, enfin, tout va bien. Marguerite et Blanche sont, quant à elles, jugées par le Parlement de Paris et convaincues d'adultère. Elles sont tondues, ce qui est le châtiment biblique, repris évidemment au Moyen-Âge et bien après pour les femmes infidèles, habillées d'une robe de bure et emprisonnées dans la forteresse de Château-Gaillard. Blanche y restera enfermée 10 ans, tandis que Marguerite meurt en captivité le 30 avril 1315, et l'on raconte bientôt à Paris que c'est son mari, Louis, qui l'a fait étrangler. Quant à Jeanne, elle est également emprisonnée, déférée devant le Parlement, mais innocentée, peut-être sous la pression de son mari Philippe, qui, vous vous en souvenez, lui, était amoureux. Voilà raconté à grands traits cette histoire retentissante sur laquelle vous vous imaginez bien volontiers qu'il existe une bibliographie aussi inégale qu'elle est assommante, dans laquelle on peine à s'orienter. J'ai choisi pour cela 2 guides sûrs, les travaux récents des historiennes Elizabeth Brown et Tracy Adams. La première, Elizabeth Brown, a beaucoup insisté sur les discordances chronologiques qui affectent la cohérence de ce récit dans les différentes sources narratives qui le produisent. Sur la base notamment d'une analyse serrée des documents de la pratique, et en particulier de ce qu'on connaît très bien pour le règne de Philippe le Bel, c'est-à-dire ses itinéraires, puisqu'on sait qu'en fait, il apprend l'infidélité de ses brus alors qu'il réside dans le monastère cistercien de Maubuisson à Pontoise. Elisabeth Brown démontre que le scandale éclate probablement pendant la Semaine sainte de 1314. Or, certains chroniqueurs, comme l'auteur de la chronique métrique, vont décaler l'événement vers le mois de mai. Qu'est-ce que ça change ? Ça transforme l'histoire de la honte et du déshonneur dans la maison de Philippe le Bel en une illustration un peu plus générale et folklorique de la dévastation de l'amour débridé au joli mois de mai, mais aussi à un moment où on peut faire montre de cette conduite de bruit anthropologique dont on avait parlé l'année dernière, c'est-à-dire le charivari, c'est-à-dire cette manière de châtier les remariages, et effectivement, ça coïncide avec le remariage de Louis X avec Clémence de Hongrie. Cette attention à la logique narrative des sources permet à Tracy Adams de relever un élément sans doute essentiel. C'est que le grand événement de l'année 1314, qui est la dernière du règne de Philippe le Bel, c'est sans conteste les soulèvements nobiliaires et la constitution des ligues provinciales qui débouchent sur la rédaction des chartes dans lesquelles, 100 ans après que les barons anglais aient accepté par la Magna Carta le système judiciaire des ordonnances royales, les nobles français revendiquent encore, en 1314, le droit à la guerre privée et au duel judiciaire. Donc, le programme très réactionnaire des ligues de 1314 démontre combien l'essor de la monarchie administrative, qui a caractérisé le règne de Philippe le Bel, fut très loin de rencontrer le consentement de la noblesse. Donc, c'est un événement fondamental. Or, les grandes chroniques de France passent complètement sous silence cet événement important qui déstabilise le royaume. Et, ce faisant, elles s'éloignent en cela de leurs 2 sources narratives principales, les chroniques de Girard de Frachet et du continuateur de Guillaume de Nangis. Elles trahissent donc, d'ailleurs, au passage, ce point de vue discrètement mais fermement baronial qu'avait repéré Bernard Guenet. Mais en revanche, elle raconte d'abondance, le scandale des brus du roi, comme si celui-ci servait, au fond, de souvenir écran à l'événement qu'on ne raconte pas.
C'est d'ailleurs si vrai que la fin du récit du règne de Philippe le Bel dans les grandes chroniques de France ne correspond pas à la mort du roi, qui intervient peu après, le 29 novembre 1314, mais un peu plus tard, à la mort de Marguerite, Marguerite de Bourgogne, folle et diffamée reine de Navarre, le 30 avril 1315, le jour même où le conseiller Enguerrand de Marigny fut pendu au gibet de Montfaucon comme victime expiatoire de cette période d'exaspération de l'État, pour le dire avec Jacques Le Goff, qui caractérise donc le règne de Philippe le Bel. Et à ce moment-là, l'année, mais c'est évidemment une coïncidence de la mort de Marguerite et d'Enguerrand de Marigny, eh bien, à ce moment-là, les grandes chroniques de France placent la césure. Ici finit l'histoire du roi Philippe le Bel. Donc, il y a là un écart. Il y a là une différence dans tous les sens du terme qui doit normalement alerter notre attention. Cette histoire est donc bien celle, ultimement, du monopole royal de la violence légitime. En tant que ce monopole royal de la violence légitime franchit indiscutablement un seuil sous le règne de Philippe le Bel, emphatisant la pleine puissance de l'autorité du souverain, empereur en son royaume. L'ordonnance du 9 janvier 1304, qui prohibait guerre privée et gage de bataille, a, comme l'a montré Jacques Crinen, donné le ton. Oui, le ton, parce que on doit, effectivement, comme le disait Paul Veyne à la fin du pain et le cirque, il n'y a que 3 questions en politique. Qui commande, qu'est-ce qu'il commande, sur quel ton commande-t-il? Et il faut se montrer attentif à cette langue d'apparat du préambule de l'ordonnance de 1304, qui joue d'une rhétorique de l'effroi. Nous supprimons entièrement, nous annulons, nous cassons, nous anéantissons et abolissons totalement, lit-on, au sujet de ces abus hors d'âge et de l'orgueil féodal que sont les résistances nobiliaires à la justice royale. Vous avez entendu, la force de frappe réside ici dans le marteau des formules répétées d'un absolu de la décision, et ce dans une ordonnance dont l'épicentre rhétorique affirme, et c'est exceptionnel, c'est la première fois, que la puissance normative du roi vient d'une certaine science et autorité et pleine puissance. Lorsque, 10 ans plus tard, les barons champenois révoltés de 1314 demandent à Louis X de définir les droits royaux, puisqu'on leur dit qu'effectivement ils doivent respecter la majesté royale, mais ils demandent simplement, c'est quoi, dans ce cas-là, la majesté? Louis X répond ainsi à leur requête: la royale majesté est entendu est-ce qui, de droit ou d'ancienne coutume, peuvent et doivent appartenir au souverain prince et à nul autre. Ça veut dire que appartient au prince ce qui appartient au prince dès lors qu'il l'a dit avec suffisamment de force. Il ne peut y avoir d'autre définition de la majestas que cette tautologie. Dès lors, que font les grandes chroniques de France lorsqu'elles remplacent le récit des ligues de 1314 par celui du scandale des bruits du roi? Ce n'est pas que la petite histoire passe devant la grande pour l'occulter, c'est qu'elle la déplace en lui donnant une forme imaginaire puissante, afin de donner à comprendre de quelle puissance occulte, de quelle secrète obscurité, de quelle sourde violence se paie désormais l'affirmation de l'autorité monarchique. Comme l'adultère de Lancelot et Guenièvre, le scandale des Brues est une métaphore de la crise de l'autorité arthurienne. Or, évidemment, la royauté d'Arthur, c'est la table ronde, donc les barons, eux, ils ont ça en tête. Mais ils doivent comprendre, en 1314, que c'est plus comme ça. Après tout, on va dire que ce n'est pas la première fois que l'on accuse des reines d'infidélité. Ce fut le cas de Blanche de Castille, de Bonne de Luxembourg,
après sa mort, Jean le Bon l'accusa d'avoir eu une love affaire avec Raoul II, comte de Guînes, et puis, ou alors d'Anne Boleyn en Angleterre. Puis il y a des précédents au Moyen-Âge, comme l'a montré Geneviève Burer-Thierry, pour les princesses carolingiennes, l'adultère royal, dès lors que c'est la femme qui en est responsable, dès lors que la pieuse Esther se révèle luxurieuse comme Jézabel, met en scène la confusio regni, ce renversement des valeurs, qui met à mal la solidarité cosmique entre la famille royale et la paix du royaume. En cela, c'est un véritable scandale. Non pas au sens affaibli qu'en donne depuis le XIXe siècle la presse à scandale, rendant public des faits contraires à la morale commune, mais dans le sens bien plus précis de la catégorie juridique du scandalum dans le droit de l'Église, qui ne devient manifeste, le scandale, que lorsque, passant de l'occulte au notoire, il produit ce choc, ce heurt de la conscience et du corps. Je cite ici les travaux d'Arnaud Fossier, qui montrent combien le droit de l'Église configure précisément à ce moment-là, entre le XIIIe et le XIVe siècle, une sphère publique où l'on éteint le mauvais exemple des conduites scandaleuses en dévoilant la vérité par l'enquête et en réclamant pénitence, selon une mécanique du pouvoir inquisitorial que, précisément, les grands procès politiques de Philippe le Bel entendent arracher à leur monopole pontifical. Mais, si l'on raisonne à présent, ce qui n'est pas contradictoire, dans les termes de la sociologie pragmatique, où la forme scandale désigne la désapprobation collective que suscite la connaissance publique d'un fait, alors on peut dire que le règne de Philippe le Bel est aussi le moment où certains scandales deviennent des affaires. Qu'est-ce que c'est qu'une affaire? C'est lorsque l'accusateur se retrouve accusé et que l'on retourne l'indignation pour prendre la défense des fauteurs de scandale. C'est évidemment le cas de l'affaire des Templiers, comme de beaucoup de procès politiques, mais c'est aussi le cas de l'affaire, c'est pour ça que ce n'est pas seulement un scandale, c'est une affaire des Brus du Roi. Parce que les doutes sur leur culpabilité sont tout de suite exprimés, et dans certaines chroniques royales, comme la chronique métrique de Philippe le Bel. Je ne sais par quoi ni comment une telle crédulité a pu gagner l'esprit que l'auteur de la chronique prétend influençable de Philippe le Bel. Communément disent que par enchantement accordaire. Enchantement. C'est évidemment dans cette brèche que s'engouffrent toutes les réécritures légendaires de cet épisode. On imaginait par exemple au XVe siècle qu'une reine de France se livrait à la débauche dans la tour de Nesle, puis jetait, après usage, ses amants à la Seine dans des sacs cousus. Parmi eux aurait été le fameux philosophe Jean Buridan, ce maître du scepticisme, professeur à l'Université de Paris, recteur même de l'université à partir de 1327, auquel fait allusion François Villon dans sa ballade des dames du temps jadis en 1461, semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine. Alors, ça se termine bien, parce que heureusement, pour lui, il tombe dans une barge de foin qui avait été apportée par ses étudiants. De toute façon, oubliez, il a 14 ans à l'époque. Le tracé de la cour de la Seine à ce moment-là ne correspond pas du tout à la géographie de la tour de Nesle, mais peu importe la vraisemblance, la version qu'en donne, ce qui est peut-être, en tout cas sinon la source, du moins une source concordante avec Villon, un étudiant de Leipzig, dans un libelle qu'il compose en 1470, le Judicum des Buridano, prétendant puiser au témoignage direct d'un vieillard qu'il a rencontré à Paris et qui lui-même avait connu Buridan à la fin de sa vie, trahi par son ton leste,
par les conditions rocambolesques de sa révélation, par ses exagérations, sa nature de fable. Ainsi, pour cet étudiant de Leipzig, Hans Jens, ce ne sont pas moins de 99 écoliers que la reine luxurieuse, dominant les hommes, car elle est elle-même entièrement dominée par le pouvoir de son sexe, consomme goulûment. Donc, Buridan aurait dû être le 100e, mais c'est la ruse du maître qui permet ici de sauver ses disciples, puisque c'est un universitaire, donc ce n'est pas le sexe viril qui assure la lignée d'un professeur, mais sa parole vive. Que vient faire ici, c'est la question, le pouvoir intellectuel du studium? Et pourquoi un philosophe s'adonne-t-il, comme Aristote se laissant chevaucher par Phyllis, aux fantaisies cruelles du sexe du pouvoir? Cet étonnant transfert s'explique par un déplacement mémoriel lui-même surprenant. Car quelle est cette dame du temps jadis? La rumeur qui circule parmi les étudiants du temps de François Villon, rumeur que l'on pourrait dire goliardesque, tant elle joue sur la subversion de l'obscène, est que cette reine débauchée, faisant de la tour de Nesle un harem inversé, n'est ni Marguerite, ni Blanche, ni même Jeanne de Bourgogne, mais l'autre Jeanne, la pieuse, l'impeccable, l'exemplaire Jeanne de Navarre, c'est-à-dire leur belle-mère, seconde épouse de Philippe le Bel, qui, ayant accompli discrètement tous les devoirs de la reine qu'elle était, est morte en 1305, laissant le roi veuf pendant 10 ans, ce qui est plutôt rare, même s'il n'avait plus besoin de fabriquer des héritiers, veuf et, dit-on, inconsolé. Donc, s'attaquer à Jeanne de Navarre, diffamer ainsi Jeanne de Navarre, c'est une manière d'amplifier la contamination de l'indignité qui pèse désormais sur la famille royale. Et il faudra bien des efforts à certains auteurs, comme Robert Gaguin, pour lui faire recouvrer son honneur perdu. L'enjeu d'ailleurs pour Robert Gaguin, s'il faut absolument sauver Jeanne de Navarre, c'est parce qu'il faut restaurer la dignité de la fondatrice du Collège de Navarre, qui est le haut lieu de l'humanisme français naissant, qui se donne comme cible polémique, justement, le souvenir déformé de la scolastique universitaire, dont, précisément, Jean Buridan est le plus célèbre des représentants. Donc, vous voyez, parallèlement à l'élaboration érudite de la loi salique, il y a bien une histoire souterraine et éminemment politique de l'humanisme et de la renégociation des rapports entre le quatrième pouvoir des intellectuels et l'autorité royale qui est en jeu dans cette histoire et dans ces réécritures fabuleuses. Or, comme l'a montré Gadi Al-Ghazi, à partir du cas des humanistes allemands du tournant des XVe et XVIe siècles, mais au fond, c'est dans ce milieu-là que vit notre étudiant de Leipzig, cette affirmation de soi impose une redéfinition de l'habitus scolastique. Entre austérité et badinage, il passe par l'invention d'un modèle de mariage savant ou de célibat libre qui, disons, permet aux intellectuels, à ces humanistes de la fin du Moyen-Âge, de ménager une distance émotionnelle d'avec le commun des mortels. Je n'ai pas le temps de développer, mais de ce point de vue, l'affaire de la tour de Nesle et le rôle grandissant qui joue la figure fantasmée de Buridan en fait donc bien non seulement une mise à l'épreuve du pouvoir nouveau et de sa violence par le sexe, mais une affirmation d'une nouvelle configuration de ce qu'on pourrait appeler le sexe du savoir-pouvoir. Et ce d'autant plus que l'hôtel de Nesle, qui flanquait la tour et que le roi Philippe V le Long avait donné à son épouse Jeanne, fut vendu par celle-ci pour financer en 1330 la fondation d'un autre collège universitaire, également célèbre, le collège de Bourgogne. Donc le souvenir de la tour de Nesle se confond avec la géographie du savoir universitaire à Paris.
Et sa silhouette forme d'ailleurs une présence familière dans le paysage urbain de la capitale, jusqu'à ce qu'on la détruise en 1662 pour construire la bibliothèque Mazarine. Bien entendu, c'est une pièce de théâtre qui va relancer jusqu'à nous le souvenir de la tour de Nesle, celle de François Gaillardet et Alexandre Dumas en 1832, mettant en scène Marguerite, Buridan et les frères Daunet. Là est la matrice d'innombrables adaptations feuilletonesques, théâtrales, cinématographiques et romanesques, jusqu'au livre de Michel Zévaco et donc de Maurice Druon. Mais cette relance fictionnelle est, comme, là encore, la compensation symbolique d'une perte, celle de cet impressionnant vestige des fortifications médiévales dont l'empreinte sombre survit dans les imaginaires grâce aux turpitudes supposées d'une reine insatiable. C'est ainsi que la tour de Nesle rejoint dans la littérature romantique de grande diffusion et dans l'imaginaire du gothique noir, d'Aloysius Bertrand à Alexandre Dumas, ce qu'Annie Lebrun a appelé les châteaux de la subversion. Là, de malheureuses jeunes filles sont jetées aux oubliettes, depuis le château d'Otrante de Horace Walpole en 1764 jusqu'au Melmoth de Robert-Charles Mathurin en 1820. Sommet de la violence gothique en son paroxysme presque abstrait, Melmoth fascinait Lautréamont et André Breton, qui y voyait, je cite la préface que Breton donna au roman, la comète du mal perçant la fenêtre ogivale, suspendant son interminable pluie de cendres. Comment ne pas penser alors à un autre personnage sulfureux, également redécouvert par les surréalistes, le marquis de Sade, enfermé dans son donjon de Vincennes en 1781. Il n'est sans doute pas inutile aujourd'hui de rappeler que ces exactions criminelles n'avaient certainement rien d'imaginaire. À Arcueil en 1768, à Marseille 4 ans plus tard, il a enlevé, drogué, violé des prostituées et des domestiques. Mais si la personnalité paranoïaque de Sade demeure une énigme pour les historiennes et les historiens, sans doute doit-on également suggérer, avec Antoine Lilti, qu'il faut, pour prendre philosophiquement Sade au sérieux, ne pas lire sa philosophie avec esprit de sérieux, mais reconnaître dans l'ironie d'une écriture en partie parodique et en partie provocatrice, ce que Antoine Lilti appelle une autocritique des Lumières. Parce que, évidemment, la débauche est sous sa plume la mise à l'épreuve de l'idéal d'émancipation, et particulièrement, sans doute, dans la philosophie dans le boudoir, composée en 1795 comme une série de dialogues narrant l'apprentissage d'une jeune fille de 15 ans. Ce n'est pas le plus pornographique de ses ouvrages, mais cette parodie du roman libertin, poussée à l'absurde, au fond, comme l'a montré Lynn Hunt, met à l'épreuve, par le fait qu'il pousse à l'absurde, l'idéal révolutionnaire d'un rejet de toute autorité paternelle. Tel est, doit-on lire aussi, le désolant spectacle qui attend une société où n'ont plus cours ni l'ordre des pères, ni l'affection des mères. Mais je ne parle pas ici de philosophie, et c'est le politique qui est dans le boudoir. Dès lors se pose la question de savoir comment articuler dans la narration historique la grande et la petite histoire, cette dernière ayant, on le sait, de fervents adeptes. Je renvoie sur ce point à l'intéressant dossier que la revue Écrire l'histoire a consacré en 2017 à ce thème de la petite histoire, illustrant par là les enjeux épistémologiques d'une déhiérarchisation des dignités, des causalités historiques, disons. Peut-être est-ce d'ailleurs seulement par dédain que l'on néglige l'influence directe ou indirecte qu'a pu avoir l'écriture théâtrale et cinématographique de Sacha Guitry, par exemple, sur une histoire savante de consommation courante,
cette historiographie de l'entre-deux que j'évoquais la semaine dernière à propos de Régine Pernoud. Guitry affectionnait cette histoire en peignoir qui saisit les grands hommes dans la fragilité et peut-être la vérité de leurs relations intimes. Par exemple, Napoléon en peignoir la veille d'Austerlitz. On peut et on doit sans doute se moquer d'une telle légèreté. Je ne suis pas de ceux qui font de vains efforts pour détruire les légendes, entend-on en voix off de Si Versailles m'était compté en 1954. Mais au moins, cette frivolité méthodologique a-t-elle le mérite de ne pas obéir aveuglement aux ordres de grandeur de l'histoire ? C'est-à-dire le fait qu'il y ait une petite et une grande histoire, des petits et des grands faits. Car, comme l'écrit Paul Veyne dans Comment on écrit l'histoire, les faits n'ont pas de taille absolue. Impossible de décider par avance et définitivement lesquels sont dignes d'entrer dans la chaîne des causalités et lesquels, parce qu'anecdotiques, doivent demeurer dans l'oubli. Et on pourrait effectivement ici ne pas parler de l'affaire de la tour de Nesle, sauf si, de fait, on l'a saisi dans le mouvement, la métaphore peut-être, d'un événement plus considérable. On oublie parfois que le terme d'anecdote provient de l'histoire secrète de Procope de Césarée, portrait à charge de l'empereur Justinien, révélant au XVIe siècle ses travers moraux comme autant d'anecdota, c'est-à-dire en grec des choses cachées qu'il trouve à se révéler au moment où l'on ouvre le dossier justinien, au moment où le dossier justinien devient public. Dès lors, le dévoilement du sexe du pouvoir, qui ne peut se montrer que dans les coulisses d'une histoire cérémonielle et mémorable, a valeur de dénonciation politique. Et le programme de l'histoire des mœurs, dont j'ai parlé à plusieurs reprises cette année, trouve là sa portée critique. C'est le cas chez Voltaire. On l'a dit lors de la séance sur la tyrannie masculine, Voltaire, dont l'essai sur les mœurs traquait la libido dominandi. C'est le cas chez Diderot, lorsqu'il écrit sur les vies secrètes des empereurs romains, et en particulier Néron et Héliogabale, afin de saisir le despotisme au plus près de ses pratiques. Car depuis le XVIIe siècle, la narration des historiettes s'était autonomisée de l'écriture de l'histoire de grand style, et c'est précisément en jouant de l'une et de l'autre, alternativement, que le cardinal de Retz composa ses mémoires. Ainsi écrit-il, par exemple, après avoir fait récit de ce qu'il appelle des bagatelles, « Il me semble que je n'ai été jusqu'ici que dans le parterre, ou tout au plus dans l'orchestre, à jouer et à badiner avec les violons. Je vais monter sur le théâtre, où vous verrez des scènes non pas dignes de vous, mais un peu moins indignes de votre attention. » Or, on sait bien que ce que le cardinal de Retz attend de l'histoire, c'est ce moment où le rideau se déchire, où le peuple assemblé entre dans le sanctuaire, découvre le scandale d'un pouvoir jusque-là caché, et le scandale, en règle générale, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que si on fait toujours spectacle de l'obscène, c'est que le théâtre du pouvoir est, lui, dès lors qu'on quitte les coulisses, l'endroit où on se rend compte, mais c'est trop tard, que ce à quoi on obéissait en tremblant, c'est rien. Il n'y avait rien. Alors quel est ce secret d'histoire ? C'est là sans doute où l'histoire anecdotique trouve sa limite. Car à cette question, on serait tenté de répondre banalement que le sexe est le secret du pouvoir, et que c'est aussi en faisant montre de sa puissance sexuelle que le roi est le roi, comme le lion de la fable qui déploie sa crinière. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre la visibilité sociale accrue des mignons et des favorites à la cour du roi, mais aussi la quasi-institutionnalisation de la figure de la maîtresse du roi. De Henri IV à Louis XIV, l'étude systématique de Flavie Leroux en saisit un groupe de 19, 4 maîtresses officielles pour Henri IV, 15 pour Louis XIV, en montrant des régularités dans le déploiement d'une politique de la faveur
qui introduit dans les usages curiaux ce que l'historienne appelle une transgression raisonnée. Et de ce point de vue, je n'ai pas besoin de développer, l'asymétrie avec l'affaire de la tour de Nesle est trop évidente pour devoir être commentée. À la cour du roi, l'infidélité masculine renforce le pouvoir royal quand celle des femmes l'affaiblit. C'est d'ailleurs si vrai que l'on se moquera du débonnaire Louis XVI et de son peu d'entrain sexuel. Tout le monde d'ailleurs s'en inquiétait à un moment où la sexualité royale était presque une affaire publique, puisqu'elle devait, selon le titre du livre récent que Pascal Mormiche a consacré aux grossesses et maternités à la cour de France, donner vie au royaume. Devant tant d'enjeux et d'importance, il y avait de quoi assurément en perdre ses effets. En 1777, Joseph écrit à son frère Ferdinand que, je cite la lettre, mais il y en a plein des comme ça, les érections de Louis XVI sont fortes, bien conditionnées, il introduit le membre, reste là sans se remuer 2 minutes peut-être, se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. La chair est triste, hélas, et comme est morne la sexualité des puissants. À lire ce livre, ça donne vraiment pas envie de régner, et on comprend en fait que le sexe est leur talon d'Achille. À un moment où le corps de Marie-Antoinette est surexposé médiatiquement, où l'ensemble de l'Europe des princes est au diapason de son cycle menstruel, et où Louis XVI est, avant d'être désacralisé, dévirilisé. Bon, ce schéma, qui opposerait donc la vigueur priapique du vers galant Henri IV à la mollesse de Louis XVI, expliquant l'affaiblissement politique de la royauté, est sans doute bien trop schématique, et en fait, vous l'avez entendu, il transporte avec lui d'évidents biais de genre. Il fait précisément de la galanterie, le vers galant pour Henri IV, un trait de la civilisation que certains s'imaginent propre au génie français, de la conversation entre les sexes, quand elle renvoie au contraire à une histoire politique. L'histoire de cette passion pour l'exclusion des femmes qui étreint le mâle royaume de France depuis le XIVe siècle, l'histoire de l'instrumentalisation masculine de cette contre-conduite que fut originellement la galanterie du XVIIe siècle. Car celle-ci, comme l'ont montré les travaux d'Alain Viala, fut une des voies de sortie de la guerre civile au lendemain des affrontements confessionnels. L'idéal galant qui avait cours dans les cercles aristocratiques et ne concernait pas seulement donc les rapports entre les hommes et les femmes, consistait à user de la philosophie de l'amour pour apaiser les rapports sociaux. Les femmes purent alors, à un moment, y trouver une voie d'émancipation en prenant part à ces échanges où l'homme devait faire assaut de faiblesse. Mais très vite, comme Jennifer Tamas l'a montré, la domination masculine prend le dessus, revirilise la galanterie. Les galantes qui s'obstinent à ne pas le comprendre et à ne pas y consentir sont raillées comme des précieuses, et au XVIIIe siècle, les femmes galantes ne sont plus que des courtisanes. Autrement dit, la sexualisation de l'échange galant en fait un échange inégal, où c'est désormais l'homme seul, qui doit être galant pour justifier le fait que la femme n'est plus qu'un objet du désir. Il ne reste donc plus aux femmes qu'à s'incliner devant cet attribut du masculin, et même pour certaines à revendiquer la liberté d'importuner, pour reprendre le titre de la tribune que signèrent en 2018 une centaine de femmes, dont Catherine Millet et Catherine Deneuve, en réaction au mouvement MeToo et au nom de la liberté sexuelle. Mais revenons au Moyen-Âge. Est-il vrai que Agnès Sorel, demoiselle d'honneur que le roi de France Charles VII, de 20 ans, son aîné, fit entrer au service de la maison de la reine Marie d'Anjou en 1444 pour la rapprocher de lui, est-il vrai donc que Agnès Sorel soit la première maîtresse officielle d'un roi de France? Il aura d'elle 3 filles, les bâtardes de France, reconnues et très richement dotées.
Et c'est vrai que le roi s'affichait avec elle, lors de fêtes de cour et tournois, et celle qu'on appelait la dame de beauté contribua à changer les canons, sinon de la mode, du moins de la séduction féminine, décolleté aux épaules nues, sourcils épilés, cheveux tirés sur le haut du front, teint d'albâtre à base de poudre d'os de sèche, rouge à lèvres, aux pétales de coquelicot, comme on peut le voir dans le portrait d'après Jean Fouquet qu'on a gardé d'elle. Bref, on dirait aujourd'hui que c'était une influenceuse. Elle meurt en 1450, à 28 ans, sans doute empoisonnée au mercure. Mais on ne doit pas s'exagérer l'acceptabilité sociale d'une telle liaison officielle pour le roi très chrétien qu'est Charles VII. Thomas Bazin et Jean Jouvenel des Ursins la jugent sévèrement, et après sa mort, après 1450 donc, le moine de l'abbaye de Saint-Denis, Jean Chartier, est chargé par Charles VII de chroniquer son règne et prétendant avoir enquêté sur sa moralité, prétendant avoir même recueilli sous serment le témoignage de gens de tous états, il affirme qu'il n'y avait rien de libidineux dans le doux commerce que le roi entretenait avec cette beauté, qu'il ne toucha jamais, d'ailleurs, croit-il savoir, au-dessous du menton. C'est que Dieu ne pouvait avoir accordé une aussi éclatante victoire que la reconquête de la Normandie en 1449-1450 à un souverain épris d'une femme puissamment malhonnête, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à un souverain qui est affaibli par la maladie d'amour. Voilà. Il y a cette histoire. Ce n'est pas la peine d'envoyer Jeanne d'Arc, d'avoir des voix, de tout ça, pour qu'à la fin, et que Charles VII soit couronné et sacré, pour qu'à la fin, ça se termine comme ça. C'est ainsi que, plus tard, la petite histoire, celle de Brantôme ou de Tallemant des Réaux, vaut avertissement aux puissants. Et si l'on place le politique dans le boudoir, ce n'est assurément pas pour le mettre à l'abri de toute subversion critique. On retrouve là, je le redis, la leçon des fables. Et plus, d'une certaine manière, c'est le cas de la Tour de Nesle avec Jean Buridan, plus on s'approche de la fable, qui d'ailleurs, avec candeur et évidence, se dévoile comme telle, plus il y a là quelque chose qui se dit de la vérité, tel que Louis Marin la définissait si bien dans Le récit est un piège en 1978. Que peut le faible face à la force ? Je redis ce passage que j'avais déjà analysé dans mon cours sur les fictions politiques en sa deuxième saison, en 2018. Je le redis parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a un écho que je trouve stupéfiant. Au faible, écrit Louis Marin, il ne sert à rien d'accuser la force, ou de la contredire, ou de demander sa soumission à la justice. Il ne lui sert à rien de tenir le discours de la justice contre la force, car celle-ci, s'exerçant quand même, dira que le juste est injuste, et que c'est elle qui est juste, et la justice du juste, dès lors, ne saura prévaloir contre la justice du fort. Ce discours de la force qui a dit un jour, pour toujours, qu'elle était juste, se nomme pouvoir. Alors, que faire, en effet, contre ce pouvoir ? Eh bien, pour Louis Marin, le pouvoir des faibles est le pouvoir des fables. Il consiste, je le cite encore, à suivre ces narrateurs habiles et légers, ceux qui savent compter au pouvoir la façon dont le pouvoir se raconte, et du même coup sauront le piéger à son propre piège par le plaisir que le pouvoir y prend. Ainsi, une fois encore, Boccace dans le Décaméron. À la 10e journée, la communauté des devisants adopte un ton un peu plus grave et un style plus élevé. Ils sont sous la royauté de Pamphile, un homme, et on décide de parler de ceux qui ont agi en amour avec libéralité ou magnificence. Autant dire qu'on quitte les violons de l'orchestre pour se hisser sur le théâtre du pouvoir. La 6e nouvelle est racontée par Fiammetta.
Fiammetta met en scène le roi de Naples et de Sicile, Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis, au moment où il vient de remporter une victoire éclatante, la victoire de Bénévent en 1266 contre les troupes impériales de Manfred. C'est une date fondatrice pour Florence, qui repose sur la mémoire et la mystique de ce qu'on appelle l'alliance guelfe, c'est-à-dire l'alliance entre la liberté des communes et la liberté de l'Église pontificale. Mais les lecteurs de Boccace savent que Charles d'Anjou fut chassé du pouvoir sicilien par les vêpres siciliennes en 1282, une révolte qui a été déclenchée, il faut le rappeler, par l'outrage fait aux femmes siciliennes par des soldats angevins, une violence faite aux femmes qui se termine mal, et en tout cas en révolte. C'est donc alerté par ce danger politique du scandale sexuel que les lecteurs et les lectrices de Décameron lisent la nouvelle. Donc, c'est l'histoire d'un roi qui est au fait de sa gloire, mais dont le lecteur et la lectrice savent qu'en fait, il va chuter, et il va chuter justement sur une affaire sexuelle, on va dire. Charles prend le frais dans le jardin de Castelmare di Stabia, où l'un de ses fidèles, Neri degli Uberti, l'a invité. Il y a des oliviers, des noisetiers, il y a de l'eau vive où frais les poissons d'un beau vivier. Nous voilà dans le locus amoenus, à l'écart du monde, en même temps en un temps suspendu, cet autre temps, cet espace autre, cette hétérotopie où l'amour toujours peut faire effraction. D'ailleurs, le voilà. Deux jeunes filles, 15 ans à peine, belles à en crever, chevelure d'or dénouée et couronnée d'une guirlande de pervenches, les épaules nues bien sûr, et simplement vêtues d'une tunique de lin léger et blanc comme neige. D'où viennent-elles? Pas de réponse. Alors, comment se nomment-elles? Demande le roi. Ginevra la belle et l'autre Isotta la blonde. Guenièvre et Iseut, donc. Leurs noms trahissent leur provenance littéraire. Elles viennent de ce pays du désir où l'on peut innocemment prendre jouissance et bonheur sans s'épuiser dans un service d'amour. Elles sont peut-être des fées, qui, comme les fées, effectivement, peuvent être possédées sans danger. Alors, regardez, comme les fées, elles vont à la fontaine. Et Boccace de décrire délicieusement, complaisamment, leurs chemises mouillées qui les rendent plus que nues lorsqu'elles sortent de l'eau vive. Elles ont des épuisettes et ont attrapé de beaux poissons ruisselants qui, jetés dans l'huile des poêles que les serviteurs ont préparés à leur intention, frétillent. Pesci su per la mensa guizzavano. À ce moment-là, Laurent de Premier Fait, au début du XVe siècle, qui est le premier traducteur de Boccace, s'arrête de traduire. C'est un peu trop chaud pour lui, parce que, bien sûr que c'est la libido du roi vieillissant qui est sur le grill. Et que croyez-vous qui frémit, sinon le sexe du pouvoir? Charles d'Anjou avait d'ailleurs regardé tout cela en silence. Mais quand les jeunes filles se mettent à chanter, alors il n'en peut plus. Comme un poisson dans le filet, il est pris au piège. Le piège du désir et le piège du récit de ce désir. Et Boccace écrit « Le roi se laissa prendre dans les rets de l'amour, à tel point qu'il ne pouvait presque plus penser à autre chose. » C'est alors que la poursuite de la nouvelle fait le récit de sa délivrance. Charmé, Charles veut évidemment posséder les jeunes filles, mais ses conseillers parviennent à lui faire comprendre que des affaires pressantes et politiques d'une extrême gravité l'attendent et qu'il ne doit pas se comporter en jeune homme, mais en roi magnanime. Alors, la mort dans l'âme, il cède. Il consent à donner en mariage les jeunes filles à des alliés. Il est inconsolable, détruit. Mais il sera le roi. Mais il sera ce roi, celui qui se hisse à la hauteur de sa victoire
contre Manfred, celui qui sait, et avec tant de douleur, dompter si bien son ardente convoitise qu'il brisa ses amoureuses chaînes. Ben ouais, vous êtes déçus. Hein. Vous ne vous attendiez pas à ce que Boccace relaie le discours normatif des miroirs au prince, pour qui le roi n'est le roi que s'il sait se régir lui-même, gouverner ses propres passions. On peut appeler cela, avec le docteur Freud, de la sublimation. C'est-à-dire ce qui est à la fois un travail de civilisation et un travail de subjectivation. Là où était du ça, doit advenir du moi, écrivait Freud en 1933 dans ses nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse. Par la sublimation se manifeste donc cette capacité d'échanger le but qui est à l'origine sexuelle contre un autre qui n'est plus sexuel, mais qui est psychiquement parent avec le premier, écrit Freud, cette fois-ci dans son article de 1908, « La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes ». Un échange, donc, qui, plutôt que d'outrepasser ce qui est le propre du gouvernement priapique, de toujours passer les bornes, dépasse en déplaçant. Une métaphore, si l'on veut, pourvu que l'on comprenne que le sexe et le pouvoir se métaphorent mutuellement et symétriquement. L'un prend la place de l'autre et alternativement, et c'est ce seuil d'indistinction qui place le politique dans le boudoir. Il y a terra, et vous lisez regnum. Il y a la révolte des barons contre Philippe le Bel en 1314, et vous parlez de l'infidélité de ses brus. On passe d'un objet à l'autre, mais qui lui est psychiquement parent. Voilà ce qui se joue dans l'affaire de la tour de Nesle, telle que l'histoire et sa légende, la petite comme la grande histoire, la déploient du XIVe au XIXe siècle. Rien de moins que l'épreuve fondamentale, au moment central du règne de Philippe le Bel, de la définition de la fides, de ce que c'est que la fides, c'est-à-dire la foi et la fidélité, indissociablement. Et l'infidélité des hommes ne vaut pas l'infidélité des femmes, mais de toute façon, ce qui se pose, c'est la seule question qui vaille en politique. Pourquoi consentir à l'autorité? Comment faire confiance à ce pouvoir qui prétend faire du lien d'amour un principe d'obéissance, puisque, assure-t-il, il nous tient dans son cœur? Il y a là une question de gouvernementalité qui, d'évidence, outrepasse la question des rapports entre les hommes et les femmes. Si on prend en fait une analyse en termes de genre, alors doit-on admettre que peu importe si le roi se laisse attendrir par un homme ou par une femme, par un mignon ou par une favorite, l'essentiel est qu'il reste le roi en n'adoptant pas le rôle féminin de celui qui se laissera manger le cœur. Et les occasions, évidemment, sont si nombreuses. C'est que le pouvoir est la plus vaste, la plus diverse et la plus intense des zones érogènes. Tout à son contact est susceptible d'excitation sexuelle. C'est-à-dire que tout rapport de domination s'y sexualise. Et alors, Boccace nous rappelle la leçon des Grecs, qui se moquaient de ce petit dieu des jardins, amorphe, inconvenant, impotent, bavard, si fier de ce qui fait pourtant sa faiblesse et qui se voit comme le nez au milieu de la figure, ou autre, Priape. Jouir, verbe intransitif. Avoir l'usage, la possession actuelle de quelque chose et en tirer les fruits, les émoluments. Exemple, jouir d'une terre, d'une victoire, d'un droit, paisiblement. Vous m'avez vendu votre terre, votre office, faites-moi jouir. C'est dans le dictionnaire de l'Académie française, en sa première édition de 1694, qui ajoute « On dit aussi jouir d'une femme pour dire la posséder charnellement. » Oui, décidément, ce vocabulaire de la marchandise est bien prégnant.
Au XVIIIe siècle, les éditions successives corrigent. On dit jouir d'une femme pour dire avoir commerce avec elle. Mais on dit toujours jouir d'une femme. La fausse neutralité du « on » demeure et seule la femme est objet de jouissance. Ce n'est que dans la toute dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, il y a quelques mois, que la définition a changé pour un infinitif plus inclusif, jouir, éprouver le plaisir sexuel. Comme quoi, vous voyez, il y a du progrès. Ce qui s'est passé dans la tour de Nesle est à bien des égards une scène sadienne, dans la mesure où la jouissance et la cruauté ne cessent d'inverser leur polarité pour électriser la domination du sexe du pouvoir. Voilà pourquoi on est si tenté de lui appliquer une lecture paroxystique inspirée par Georges Bataille ou Pierre Klossowski. C'était cela qu'il fallait penser, désir, valeur et simulacre, écrivait Michel Foucault. Et si j'ai encore résisté aujourd'hui à l'aborder de front, il faudra bien la semaine prochaine, il me reste encore une semaine, ne pas se dérober, puisque c'est ultimement ce rapport à la violence qu'il nous faudra clarifier en affrontant cette sombre attirance de la pensée contemporaine pour ces situations où l'on s'autorise à jouir du pouvoir, pour reprendre le titre du livre que Pierre Legendre fit paraître en 1976. Sauf qu'il y a une différence. Dans la tour de Nesle, c'était des femmes qui consommaient des hommes, des femmes qui les dominaient, des femmes qui, à la fin, jouissaient. Et cette jouissance est-elle de même nature que celle des hommes ? Tel est peut-être le grand secret de la petite histoire. Mais ça, on ne le saura jamais. Si un jour, quelqu'un le sut, et Ovide en raconta l'histoire dans ses Métamorphoses. Son nom était Tirésias. Un jour, il vit sur un chemin des serpents s'accoupler et troubla leurs ébats en les titillant avec son bâton. Ça déplut aux dieux. Il se transforma alors en femme. Et 8 ans plus tard, même scène, il eut le tort de renouveler son indiscrétion en regardant ce qu'il ne devait pas voir, les spasmes du coït dans le monde animal, et le châtiment des dieux le frappa à nouveau, il se transforma en homme. Puis intervient une dispute conjugale entre Zeus et Héra. Qui jouit le plus ? De toi, de moi, de l'homme, de la femme ? Même les dieux ne savent pas. Alors le couple terrible fait appeler Tirésias, parce que lui seul avait l'expérience des deux sexes. Alors, Tirésias dit, mais vraiment, sans hésiter, la femme jouit 10 fois plus que l'homme. En fait, on pourrait préciser, la femme en moi jouit 10 fois plus que l'homme en moi. Zeus triomphe, il le savait. Il s'en doutait. Héra est en colère, parce que Tirésias a trahi un grand secret. Alors elle l'aveugle. Zeus ne peut aller contre la volonté de sa femme, vous le connaissez, il est couard, mais offre à Tirésias, en compensation, le don de divination. Bon. Les glossateurs médiévaux des Métamorphoses d'Ovide font généralement de l'épisode de Tirésias une lecture très prudente, très timide. Ils feignent de ne pas comprendre, ils y voient une allégorie du cycle de saison. Ouais. Sauf Giovanni del Virgilio, qui, dans son commentaire d'Ovide, on est dans les années 1320, en fait une lecture directement sexuelle. S'il a été érigé par les dieux en Iudex Amoris, c'est pour avoir éprouvé, dans l'un et l'autre sexe, la jouissance. Et parce que Tirésias a dit la vérité sur cette différence, il a perdu ses yeux de chair, mais est devenu, pour l'éternité, clairvoyant. Les lectrices de Paul B. Preciado auraient sans doute bien d'autres arguments pour comprendre pourquoi la transgression de genre de Tirésias lui confère une lucidité particulière. Et comme l'a rappelé Wajdi Mouawad dans sa leçon sur politique du verbe voir, la sagesse de Tirésias est le double positif de la folie d'Œdipe. Le sage est aveugle, mais animé d'une lumière
prophétique qui le rend survoyant. Il voit quelque chose, parce qu'il a éprouvé la jouissance d'être une femme et d'être un homme, il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Mais il doit s'aveugler sur quelque chose pour voir venir le temps. Qu'a donc vu Tirésias? Nous le saurons peut-être la semaine prochaine.